Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, un podcast dans lequel, promis, vous trouverez toujours la porte de sortie. Mais pas trop vite quand même, si vous pouviez rester jusqu'à la fin de l'épisode, ce serait très aimable. Cette semaine, je suis ravie de vous parler d'un film d'horreur indé, en salle depuis le 17 juin. Un film d'horreur que j'attendais beaucoup, qui s'appelle Backrooms, et qui a été réalisé par Kane Parsons, un youtubeur de 20 ans à peine. Et dans mon petit studio capitonné, je ne suis pas seule. Il y a une présence auprès de moi. J'adore être qualifié de présence. C'est ça. Ça a un côté un peu mystique. Une présence gentille, ce qui n'est pas forcément le cas dans les films d'horreur. Et cette présence, c'est un de vos invités préférés, Florian Kess, journaliste chez Tétu. Salut Florian. Salut, merci de m'avoir invité dans ta backroom, finalement. Exactement. C'est un peu ta backroom. Et tu ne pourras plus jamais sortir. Ah non, Jesus. Backrooms, c'est donc un film d'horreur interdit aux moins de 12 ans en France. Et Florian, je sais que tu es un grand fan de films d'horreur, Oui. C'est pour ça que je voulais aussi t'inviter pour parler de ce film, pour que les auditeurs puissent un petit peu te situer. C'est quoi ton rapport à l'horreur et c'est quoi ton film d'horreur référence? Ah, mon rapport à l'horreur depuis tout petit, j'adore ça. J'adore avoir peur. Je trouve que c'est un sentiment de cinéma qui est génial à avoir. Il y en a beaucoup qui le fuient. Ça, j'en ai conscience, qui sont un peu allergiques à ça. Moi, j'avoue, je le cherche. Je veux être bousculé comme ça et tout. Et j'adore crier au cinéma. Ça m'est arrivé que de rares fois. Et du coup, ça répond à ta deuxième question. Quel est le film d'horreur, je pense, qui m'a le plus marqué aujourd'hui? C'est possiblement It Follows. En vérité. Que t'as vu en salle? Que j'ai vu en salle. Que j'ai vu à sa sortie. J'avais Courageux. aucune attente. En plus, Ah ouais. je crois que je criais 2 fois. Mais vraiment, tu sais, des cris qui venaient du cœur. Alors qu'en plus, il n'y a pas tant de jumpscares. Tu vois un peu venir les trucs, mais il y a quand même très bien à quel moment Oui, t'as crié, voilà. parce que moi, je l'ai vu sur le canapé d'une amie et je me souviens que je me suis cachée derrière le canapé, en fait, quand je l'ai Mais vu. le pire, c'est que ça marche toujours encore aujourd'hui, même quand je le revois. Tu vois. Je crie pas, mais il y a toujours ce truc-là d'angoisse, c'est qui te prend au viscère là et tout. C'est fort. J'adore ressentir ça. Et donc, tu dirais que c'est le film qui t'a le plus fait peur, le film d'horreur qui t'a le plus fait Je peur? pense. Ouais. Ok. Ouais, parce que j'aimais ce côté, et bon, on en parlera, on fera le lien un peu avec Backroom, mais c'est cette idée de menace un peu omniprésente, mais qui est pas dans le truc qui peut pas surgir de manière inopinée, comme dans beaucoup de trucs de possession ou d'esprit, un truc comme ça. Là, on est dans un truc qui est assez réel. C'est une entité qui change de forme et qui marche toujours dans ta direction. Et l'idée, justement, qu'elle ne fait que marcher, ça fait d'autant plus flipper, je trouve. Ouais. Tu vois, parce que Oui, c'est parce vraiment, qu'il n'y a ça pas peut de venir jumpscare un peu facile, d'un truc qui va te sauter dessus d'un coup. Pas du tout, ouais. Et en plus, c'est flippant parce qu'il n'y a que toi qui vois cette entité. Donc, il y a un peu ce truc-là qui t'isole du reste du monde. C'est assez horrible, je trouve. Ouais, moi, ça m'avait vraiment traumatisée. Par contre, j'avoue que quand je l'ai revu, It Follows, ça marchait plus du tout. Ah ouais. Genre, le ok. premier visionnage m'a vraiment traumatisée. Et le deuxième, je sais pas. En fait, je le regardais aussi avec les yeux de Marie Telling parce que je me demandais si j'allais lui montrer dans Ami, vu qu'elle connaissait pas les films d'horreur. Et en fait, en le regardant avec ses yeux à elle, je me disais, elle va trouver ça chiant. Et donc, j'arrivais pas à me remettre dedans. Mais c'est très intéressant ce que tu me dis et le fait que tu mentionnes It Follows comme référence parce que moi, le film d'horreur qui me fait le plus peur et qui m'a le plus traumatisée, c'est Blair Witch. Évidemment. Et Classique. le truc qui me fait le plus peur dans les films d'horreur, c'est le found footage. Ok. Et je pense que du coup, ça fait de toi et moi d'excellentes personnes pour parler de Pour Backrooms, parler de ce film, parce ouais. qu'en fait, Blair Witch et It Follows sont des références, je pense, assez Ouais. évidentes quand on regarde Backrooms. Ah, c'est clair. Et donc, si ce type-là d'horreur touche une corde sensible, a priori, Backrooms, vous allez être client parce qu'il y a beaucoup de points communs dans la manière dont ces films-là vont réussir à faire peur. Totalement. Dans l'atmosphère et tout ça, ouais, carrément. Ouais. I found something. In the store. Okay. What did you find? The place. I found a place. Alors, je précise aussi qu'on vient tout juste de voir Backrooms. Genre, on enregistre vraiment 2 heures après la fin de la projection, donc c'est tout frais. On a essayé de pas trop en parler, toi et moi, et on n'a pas vraiment eu le temps de digérer le film. On en parle à chaud. En 2 mots, Florian, t'en as pensé quoi de Backrooms? 2 mots, plutôt convaincu, en vérité, parce que je pense que j'avais des petites attentes, quand même, forcément, le film. Déjà, quand le teaser était sorti, et qu'on voyait vraiment juste l'esthétique qui était recréée dans de ces backrooms, avec cette esthétique très jaune, la moquette jaune, les murs pareils jaunis, très, très, très oppressant, en fait. Je m'étais dit, ok, un film là-dessus, c'est-à-dire qu'un film, il dure 1h50, je crois, en tout. Ouais. Un film, un long métrage là-dessus, je me suis dit, ok, pourquoi pas, comment ça peut tenir, comment ils vont creuser le concept. Donc, j'avais un peu des attentes très curieuses. Bon, on verra après ce qu'on en pense, mais
Ouais, non, je trouve que ça a été à la hauteur carrément. Ça, c'est le seul truc que je t'avais dit avant l'enregistrement du podcast, c'est que j'avais vu qu'il était sorti aux États-Unis. Donc, j'avais vu des avis un peu de communauté d'horreur sur les réseaux, sur X. Et certains étaient un peu déçus. Donc, c'est vrai que moi, je me suis dit, oula, putain, est-ce que moi aussi, je vais faire partie de ce panier-là? Et heureusement, Dieu merci. Non, merci Kane Parsons. Ouais, moi, je suis comme toi. Je trouve que c'est vraiment très bien. J'avais très peur d'être déçue et j'ai trouvé ça assez génial. J'ai quelques bémols et on va en reparler plus tard dans le podcast. Mais globalement, j'ai trouvé ça vraiment bien. D'autant plus quand on sait que c'est un réalisateur hyper jeune, que c'est son premier long métrage. Et en plus, ce que je me suis dit en voyant le film, c'est enfin, merci, parce que il y a beaucoup de films d'horreur qui font le buzz et qui recueillent un énorme succès public et que je trouve toujours un peu en demi-teinte. Et par exemple, c'était mon cas avec Obsession très récemment, qui est l'autre gros succès indé du moment, et que j'ai bien aimé, mais dans lequel je trouvais plein de défauts. Et je me disais, il y a des facilités, il y a des trucs qu'on a déjà vus 1000 fois. Ouais. Et là, en fait, en voyant Backrooms, je me suis dit, mais non, là, c'est exactement le genre de film que je voulais voir, en fait. Où évidemment, ça fait écho à plein de choses qu'on connaît dans le genre de l'horreur, mais je lui trouve vraiment très peu de défauts. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, surtout c'est rare dans l'horreur, parce que l'horreur, je pense que c'est un genre qui est très codifié. Et donc, c'est dur de proposer quelque chose qui innove un petit peu. Et là, je trouve que le film y arrive plutôt assez, tu vois, je veux dire, cette promesse-là est assez tenue. Donc, je trouve de tomber sur ces petites perles rares un petit peu, ça fait vraiment plaisir. Ouais, vraiment plaisir quand t'es fan d'horreur. On va essayer de pitcher le film en 30 secondes. Comment tu le résumerais, toi ? Un mec qui bosse dans l'équivalent d'un Conforama, on va dire, voilà, un magasin de meubles basique, qui beaucoup décide... plus cafard qu'un Conforama, ouais, quand même. Dans les années 90, ça se passe. Donc, c'est vraiment esthétique très rétro et tout. Donc, ça, c'était aussi assez cool, assez appréciable. Et qui va dans le sous-sol parce qu'il y a un souci électrique. Beaucoup de dépenses, en fait, ses factures sont exorbitantes. Il dit, putain, c'est pas possible, à voir le compteur, il trouve des boutons un peu bizarres. Et ça l'amène à voir, en fait, qu'il y a une sorte d'entrée. Il peut passer à travers le mur et il arrive dans cet espace qui est la backroom, dans un espace très jaune, où il n'y a pas grand-chose, c'est assez vide. Ça fait penser, on l'avait évoqué, à Sévrance. En fait, c'est cette esthétique-là un peu qu'il y a dans Lumen. C'est des bureaux vides et à l'infini, en fait. C'est-à-dire qu'une pièce en amène une autre, puis une autre, puis une autre. Ouais. On a l'impression qu'on ne va jamais sortir. C'est ça. C'est un dédale de pièces vides avec des détails qui semblent ne pas être au bon endroit, des escaliers qui mènent nulle part, des trous, des proportions différentes, des meubles à moitié ensevelis. Un peu paralysie du sommeil, tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça m'a évoqué ça, ces rêves-là où t'es un peu éveillé et en même temps, tout te paraît familier, mais en même temps, rien ne l'est véritablement. C'est pas du tout ancré dans le réel. Exactement. Et donc, ce mec-là, qui arrive là et qui va essayer de comprendre un peu quel est cet endroit et ça va impliquer aussi sa psy, jouée par Renate Reinsve, qu'on connaît par Julien Douche-Chapitre, etc., qui elle aussi va se retrouver un peu impliquée dans cette histoire, dans ces lieux-là, et elle va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. On pourrait aussi le résumer par soyez plus gentil avec votre psy. Ça, et commandez vos meubles en ligne. N'allez pas les chercher en magasin. C'est clair. Voilà. En fait, n'allez pas dans les magasins de canapés. Restez chez vous. Vraiment bad vibes. Vraiment. Très bad vibes. Alors, Backrooms, c'est un projet très 2026, puisqu'en fait, tout part d'un phénomène Internet. C'est adapté d'une série YouTube qui a été créée par Kane Parsons, le réalisateur de Backrooms. En fait, il a réalisé un court-métrage quand il avait 16 ans, qui s'appelait Backrooms, et qui était un court-métrage entièrement en found footage et en images de synthèse, qui nous plongeait dans un univers extrêmement similaire à celui qu'on voit ici, c'est-à-dire des backrooms, un lieu comme ça infini, un dédale. Et donc, c'était un personnage en found footage, donc en caméra subjective, avec son petit caméscope, qui se perdait dans ce dédale de pièces et qui était pourchassé par une entité un peu mystérieuse, un peu allongée, un peu sombre. Un peu Slenderman, quoi. Exactement, un peu Slenderman. Et évidemment, tout ça vient de tout un pan de l'Internet que moi, j'avoue, dans lequel je me suis jamais trop aventurée. Mais en gros, tout ça, ça appartient à l'univers des creepypasta. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un peu des légendes urbaines horrifiques qui sont diffusées sur Internet. Et donc, Slenderman, c'est un creepypasta, par exemple. Et spécifiquement Backrooms, ça s'est inspiré au tout départ d'une image qui a été postée sur 4chan en 2019. Donc là, on est vraiment dans le pic Internet, quoi. Et c'était une photo très inquiétante d'une grande pièce vide, sans fenêtre, avec des néons jaunâtres un peu cafards, enfin tout ce que tu viens de décrire, de la moquette et de la peinture monochrome, et qui dégageait un sentiment de malaise, puisque cette pièce qui était à la fois vide et un peu étouffante, dont on comprend pas vraiment le but,
Cette image-là a beaucoup tourné sur Internet et elle a incité d'autres internautes à partager des images similaires, donc des images inquiétantes qui te font te sentir mal, mais tu sais pas trop pourquoi. Il faut préciser que le premier court-métrage de Kane Parsons a recueilli en moins de 2 semaines 20 millions de vues sur Internet et a été qualifié très rapidement de vidéo la plus terrifiante d'Internet. On l'a regardé avec Florian juste avant pour se faire une petite idée et c'est vrai que c'est oufissime. Enfin, c'est un court-métrage impressionnant, surtout quand on sait qu'il a été fait par quelqu'un de 16 ans. Et donc, Kane Parsons, à 20 ans aujourd'hui, est devenu le plus jeune réal de A24, la boîte de prod et de distribution. Et il sert donc son premier long métrage avec 2 acteurs quand même déjà bien quali. Donc, bravo à lui. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui, on va dire, s'épanchent sur ce record, on va dire. Tu vas se dire, ouais, à 20 ans, c'est ouf de faire ça. Et effectivement, ça l'est. Mais je pense qu'il faut quand même aussi préciser qu'il a été beaucoup épaulé quand même sur ce projet. Notamment, il y a beaucoup de producteurs sur ce film qui ont non seulement mis de l'argent, mais je pense qu'ils ont un peu chapeauté le truc. En tout cas, c'est ce qui se dit. Parmi les noms plus connus, il y a quand même Sean Levy qui avait fait donc Deadpool et Wolverine, La Nuit au musée. Bon, voilà. C'est pas forcément les mêmes thématiques, mais en tout cas, un gros nom quand même d'Hollywood. Et il y a quand même James Wan, qui est quand même le maître de l'horreur depuis à peu près, on va dire, une quinzaine d'années, voire plus. Enfin, même bien plus, parce que ça commence avec Saw, C'est sa première franchise. Et il y a aussi, je m'étais noté Osgood Perkins, qui a fait quand même Long Legs, The Monkey ces dernières années. Donc il y a aussi quand même une nouvelle voie de l'horreur, en tout cas, qui commence à peser. Donc il y a un peu toutes ces personnes qui gravitent autour. Long Legs, c'est vraiment pourri, disons-le. Ça, à qui le dis-tu? mais voilà, donc en tout cas, il y a quand même un truc, voilà. Il est pas tout seul, et je pense que c'est important aussi de souligner quand même qu'il y a pas mal de gens qui l'ont guidé. C'est peut-être aussi pour ça que le projet est aussi quali, aussi abouti. Complètement. Après, je précise aussi qu'il y a Marc Duplass dans les producteurs et qui est acteur aussi dans le film, qui a un petit rôle. Et ce qui est intéressant, c'est que Marc Duplass a fait une vidéo récemment sur Instagram, je sais pas si tu l'as vu, dans laquelle il défend justement Kane Parsons en disant tout le monde dit qu'il a été aidé par tout le monde, que c'est impossible de faire ça à 20 ans et que donc c'est tout le monde qui lui a un peu dicté en fait ce qu'il devait faire. Et il dit vraiment pas du tout. Enfin, vous avez pas idée de à quel point il avait une vision hyper cadrée quand il est arrivé. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. Et évidemment, il était très bien entouré. Mais il est arrivé avec déjà quelque chose de totalement formé dans son esprit. Et c'est vrai que je veux bien le croire parce que quand on voit le court-métrage, franchement, il y a des plans quasiment identiques. Ouais, voilà. Enfin, et le mec, il a quand même sorti ça à 16 ans en image de synthèse tout seul dans sa chambre, quoi. Et on y croit aussi, je trouve, parce que le film évite les écueils par exemple, de films qu'a fait James Wan, par exemple, en fait, où c'est très hollywoodien, très explicatif, des grosses ficelles qu'on voit. Et puis même, globalement, la structure en fait narrative de ces films-là sont un peu toujours la même. C'est souvent à l'identique. Alors que là, je trouve que la structure narrative est beaucoup plus intéressante et beaucoup moins linéaire que ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma d'horreur. Ouais, donc on voit qu'en fait, il y a quand même un point de vue qui, je pense, est le sien en vérité quand même. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, par contre, je pense aussi qu'avoir A24 et avoir tous ces grands noms, évidemment que ça aide, c'est sûr. Certain. Et ça aide aussi au niveau du fric, parce que c'est, il me semble, un budget de 10 millions, tu me disais. 10 millions, ouais. Ce qui est pas mal, en fait, pour une première réalisation. Voilà. Donc, ça aide à ce niveau-là. Mais en termes purement éditoriaux, visiblement, il savait exactement ce qu'il voulait faire et j'ai pas de mal à le croire, effectivement, quand on regarde non seulement le premier court-métrage, mais en plus, après, il en a fait une série, il a fait 22 épisodes. Donc, il maîtrise extrêmement bien cet univers, il le connaît sur le bout des doigts. Et il veut en faire une franchise en théorie. Enfin, pas, on va pas dire forcément le mot franchise, mais en tout cas, c'est un univers qu'il veut continuer de développer par d'autres manières. Est-ce que ce sera des films ou autres ? Et la raison pour laquelle ces images-là nous captivent et nous dérangent un petit peu, c'est parce qu'elles renvoient à l'esthétique du liminal space, ou espace liminaire en français. C'est-à-dire, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi, je décrirais ça comme un lieu vide et un peu dérangeant qui a l'air de se prolonger à l'infini. Avec une pièce qui mène à une autre pièce et avec des ouvertures et aussi une architecture un peu inquiétante parce que il y a des recoins qu'on peut pas tout à fait voir selon l'angle de vue qu'on prend et donc on imagine qu'il pourrait y avoir quelque chose en fait derrière ces recoins ou dans les zones d'ombre de la pièce et donc tout ça va créer un malaise parce qu'on se demande ce que la pièce cache, pourquoi elle est inoccupée, qui a pu vivre dans ces lieux, pourquoi il y a des néons allumés alors qu'il y a personne, etc., etc. Là, ça reprend vraiment des codes qu'on connaît et pour autant genre, tout ne fait pas totalement sens dans ce qu'on voit.
Exactement. Et c'est pour ça joue entre ce qu'on connaît et ce qu'on n'arrive pas à appréhender. Et c'est vraiment cet entre-deux, c'est vraiment une zone d'entre-deux en fait. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le film déjà va trouver une très bonne manière de décrire ça avec cette analogie où il dit c'est comme si tu décrivais un chien à quelqu'un qui n'a jamais vu de chien et qu'ensuite tu lui demandais de dessiner ce que tu viens de décrire. Forcément, il y a des détails qui colleraient pas et ça ressemblerait globalement, mais plus tu te rapproches, plus tu trouves que c'est un peu chelou et dérangeant. Et en fait, ces pièces-là vont créer un peu cette même, ce même Parce ressenti. que t'as les murs, t'as le sol, tu peux avoir une table, une chaise. Voilà. Mais la table pourrait être au plafond, la chaise pourrait être genre à moitié cassée, renversée. Tout n'est pas exactement à sa place, mais grosso modo, les traits principaux, on les connaît. Ouais. Et C'est ça fait vraiment peur ça. parce que c'est ce que tu disais, ça évoque plein de choses. Ça évoque les cauchemars et donc la paralysie du sommeil où effectivement on a l'impression d'être conscient, mais en fait on ne l'est pas. Et il y a quelque chose de très dérangeant parce que c'est si proche de la réalité et en même temps pas tout à fait. Et puis évidemment, le film joue aussi là-dessus. Ça évoque le subconscient en fait. C'est-à-dire, c'est tout ce qui se passe dans ton intérieur qui ressemble un peu à la réalité, sauf que là tout est mélangé, tout est tordu et c'est un peu sombre et t'as pas trop envie de t'y aventurer parce que tu pourrais y croiser des choses que t'as pas envie de croiser. Ouais. Et le film va beaucoup jouer aussi sur ce ressort psychologique. Et un autre ressort, je pense aussi, qui est celui de l'enfance. C'est-à-dire que, je sais pas toi, mais moi, je me souviens d'être toute petite et donc d'être dans des pièces qui me semblaient absolument immenses, tu vois, genre dans le salon des amis de mes parents, ou enfin, tu te retrouves dans un endroit où t'es un peu déboussolé parce que ça ressemble pas à l'univers que tu connais, parce que t'es encore enfant, et il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant, alors que ça ne peut être que un salon, un magasin de meubles, mais en fait, avec ton regard d'enfant qui est encore très vierge dans l'univers, dans l'existence, et qui est tout petit physiquement, tout paraît complètement disproportionné et un petit peu flippant. Et je trouve que le film appuie aussi sur ça, sur ce côté, et je pense que ça m'a évoqué ça aussi parce que ça se passe en 1990 et que je pense, toi comme moi, on est issus Moi, je suis né à 18 ans, par contre. J'ai pas eu d'enfance, donc tout ça, ça n'est pas familier. Je suis désolé. Moi, je suis née en 1990. Je suis née 2 mois après les événements qui se déroulent dans ce film. Okay. Et donc, ça me parle aussi beaucoup parce que c'est un univers qui... L'univers de 1990 me paraît inquiétant parce que je le vois encore avec ce sentiment de je sais pas, je suis une enfant, l'angoisse enfantine de tous ces lieux-là, je les connais pas et genre elle est où ma maman, et en fait tout ce que je vois c'est des très grandes jambes. Ça t'est jamais arrivé de perdre tes parents, tu sais, au supermarché et tu t'accroches à une jambe et en fait c'est pas la bonne personne? Si. Moi j'ai fait ça plein de fois et c'est un peu des traumatismes enfantins, tu vois. Moi je les ai suivis et c'est devenu mes parents, ma nouvelle famille, donc c'est toute une histoire aussi. Mais et c'est comme ça que Jacqueline est devenue ma mère. Voilà. Non, mais tu sais, le truc où en fait tu t'accroches, tu dis maman, tu t'accroches à la jambe et en fait c'est une meuf que tu connais pas et qui dit ah non, c'est pas moi ta maman. Moi, ça vraiment, c'est des trucs qui On sent le trauma qui remonte là quand même. Oui, mais vraiment, c'est des trucs, je pense, qui m'ont vraiment angoissée quand j'étais petite parce que je le faisais souvent, je devais être un peu tête en l'air. Et en fait, ce film, je trouve, va appuyer sur ces trucs-là de t'es dans une pièce qui semble familière mais qui l'est pas trop et genre tu sais pas vers quoi te raccrocher en fait. Moi, ça m'a évoqué vraiment le côté les grands-parents. Toute cette déco-là, alors c'est peut-être sans doute la période et le mobilier qui est typique de cette période-là aussi, même si bon, c'était pas la même déco en Europe et aux États-Unis, il y a quand même des similitudes. Ce côté-là de voir les canapés un peu vieillots, des motifs un peu floraux sur certains trucs un peu bizarres. Et je me rappelle qu'en fait, moi, quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était assez angoissant. Et j'ai l'impression de retrouver ça. C'est le truc quand tu vas chez les vieux, on va dire, tu vois, une autre génération, un truc qui n'est pas du tout toi ta maison, toi ta chambre. Oui, c'est ça. C'est ton truc hyper coloré et en fait, toi, tu perds tes repères. À ton univers et en fait, t'arrives effectivement où ça ressemble parce qu'il y a une télé, il y a un canapé, il y a une table, mais c'est pas les mêmes. Et effectivement, t'as dans les univers très chargés, t'as aussi le potentiel qui est plein de choses cachées en fait derrière ces différents meubles. Et donc moi je trouve que le film est très très fort pour jouer là-dessus et donc sur des peurs qui sont plongées vraiment dans le subconscient et dans les peurs enfantines. Sauf que là, on a évidemment des personnages adultes, donc ça rend le truc encore plus intéressant. Alors justement, on se retrouve avec 2 personnages adultes. Comment tu décrirais Clark, qui nous apparaît comme le personnage principal et qui est joué par Chiwetel Ejiofor Personnage assez névrosé. Du coup, on comprend qu'il se remet d'une séparation, où sa meuf l'a mis dehors de sa propre baraque. Et c'est notamment pour ça qu'il va chez sa psy, parce qu'il a du mal, je pense, à gérer tout ça et à comprendre en fait cette situation dans laquelle il s'est retrouvé. Et c'est aussi quelqu'un qui est surmené, qui est en burn-out un petit peu en fait par son travail, qu'il n'arrive pas à faire venir du monde dans sa boutique. Donc il y a aussi tout ça. On sent que c'est un personnage qui est vraiment, genre, j'ai l'impression moi sur le bord, quoi, au bord du précipice un petit peu, et qui sait pas quoi faire. On sent qu'il y a de la colère aussi. C'est un personnage qui est, il est aigri. Beaucoup de tumulte en lui, quoi.
Parce qu'en fait, donc on découvre qu'il est architecte, en tout cas de formation, mais qu'il est aigri parce qu'il se retrouve à vendre des canapés tout pourris dans une zone commerciale où effectivement personne ne se pointe dans son magasin. Donc c'est assez humiliant. Zéro en fait. client. Ouais, zéro client. Mais j'adore vraiment tous les décors du film, mais vraiment ce magasin un peu paumé. Enfin, je trouve que tout de suite, en fait, on a le malaise qui arrive, quoi. Et le film nous dit assez vite quand même à qui on a affaire, parce qu'on le voit dans ses séances de psy, que c'est quelqu'un de colérique et qui refuse de se remettre en question. Alors que bon, il est dans un cabinet de psy, mais en fait, on sent qu'il y a tout un travail sur le subconscient qu'il ne veut pas faire. Donc évidemment, c'est intéressant qu'il se retrouve dans ces backrooms, puisque ça va être aussi l'expression de toutes les choses qu'il n'arrive pas forcément à affronter et à décortiquer dans sa vie de tous les jours, quoi. Et donc, l'autre personnage important du film, c'est sa psy, Marie, qui est jouée par Renate Reinsve. Comment tu la qualifierais, elle ? Jusqu'à la deuxième moitié du film, on ne sait pas grand-chose en vérité sur elle. C'est le rôle d'une psy, donc assez fermée, plus dans l'écoute. On sent qu'elle a une méthode, elle est très dans la patience, quand même, de laisser l'autre un peu prendre l'espace dans ses séances. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Après, on commence à savoir des choses. On comprend qu'il y a quelque chose avec sa mère qui s'est passé, qu'il y avait aussi des problèmes psychiques, des problèmes mentaux. Et après, on comprend quand même là où ça... On va pas dire, je vais pas décrire le moment forcément, mais il y a un moment où elle commence à avoir plus d'agentivité, plus de contrôle, et elle commence un peu à laisser tomber en fait sa façade de professionnelle pour montrer vraiment. Alors c'est en lien aussi avec le stress, je pense qu'elle ressent d'arriver dans les backrooms et tout. Forcément, ça pousse un peu dans les retranchements, mais il y a d'autres éléments, qui la font un peu tomber le masque. Et là, on voit vraiment une femme beaucoup plus décidée, plus combative, moins, on va dire, peut-être soumise à des règles ou à un système en tout cas. Et c'est là qu'elle prend ce truc-là de en vérité, qui sont des traits de caractère de Final Girl dans le genre de l'horreur. En fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est une évolution assez classique en vérité. C'est une Final Girl. Et c'est vrai que dans une grosse partie du film, elle est un peu éteinte. C'est une psy qui a sorti un bouquin à succès. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit comprendre, puisqu'il y a des pubs pour son bouquin qui passent à la télé. C'est The Light Within, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. La lumière de l'intérieur, ouais. Évidemment, il y a plein de résonances, puisque c'est un bouquin sur le fait de s'ouvrir à ses portes intérieures. Et elle-même, effectivement, on va découvrir que sa mère avait des troubles mentaux, et plus spécifiquement que, de ce que moi j'ai cru comprendre, elle était agoraphobe et paranoïaque, et que donc en fait elle enfermait sa fille à l'intérieur avec elle barricadait la maison avec plein de meubles empilés, de tout empiler syndrome de Diogène. Et donc en fait ça fait un écho à ce qu'on va voir dans les backrooms avec tous ces meubles entassés et cette incapacité de sortir du lieu, puisque c'est ce qu'elle a vécu déjà quand elle était enfant. Et donc pour chacun des deux personnages, les backrooms vont créer en fait une résonance vers quelque chose qui leur fait un petit peu peur et en même temps qui les rend un petit peu curieux, parce que c'est aussi un endroit où ils peuvent démêler potentiellement des petits traumatismes qu'ils ont, ou plus précisément des schémas qui se répètent pour eux, parce que c'est ce qu'on nous dit dès le départ, et c'est ce qu'elle dit dans son bouquin de psy. Donc il y a un peu un truc de self-help à la con, mais en gros on est tous face à nos impasses, et le film parle de biais cognitifs en fait, et c'est un truc qui est justement un des trucs les plus difficiles à déprogrammer quand on fait une thérapie, et notamment une thérapie TCC, c'est qu'on essaye d'apprendre à notre cerveau à ne plus emprunter ses biais, c'est-à-dire des raccourcis qui font qu'on va toujours tirer la même conclusion dans une situation. Voilà, et donc c'est pour ça que quand on est très anxieux, on va toujours se dire, je sais pas, j'ai raté le contrôle, ou ça va mal se passer, ou genre si je suis dans l'avion, ça veut forcément dire qu'il va se crasher, parce que c'est un raccourci, et que c'est plus facile pour notre cerveau d'aller dans cette direction que de penser non, ça va bien se passer, etc. Et en fait, le film joue aussi, moi je trouve que c'est très malin en fait de coller toute la mythologie des backrooms à des notions de santé mentale, et notamment la notion du biais cognitif et des impasses et des schémas qu'on répète et dans lesquels on est piégé en tant qu'adulte. Et c'est souvent pour ça qu'on finit par aller en thérapie, en fait, c'est pour casser ces schémas, quoi. Donc je trouve que le film est hyper bon là-dessus, et qu'on est face à deux personnages, y compris la psy, qui sont bloqués dans des schémas et qui n'arrivent pas à en sortir. Alors bon, c'est un film d'horreur. Question essentielle pour nos auditeurs, est-ce que ça t'a fait peur ? Ouais, mais une horreur qui est mesurée. C'est-à-dire qu'elle est présente un peu tout le long. C'est pas la petite scène où tu vas dire, il y a un miroir, est-ce qu'il va surgir derrière, etc., où tu vois venir juste sur le moment, un moment très ponctuel et très précis. C'est quelque chose qui est là tout le long, qui t'accompagne. Parce que forcément, c'est cet espace un peu labyrinthique, que tu vas explorer. Tu dis que ça n'a pas de fin. Est-ce que justement, déjà, tu te demandes, est-ce que ça a une fin ? Tu vois, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va en sortir ? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir ? Et en fait, tu te projettes très vite. Et ça, je pense que c'est aussi efficace grâce à la scène d'intro et même à d'autres moments. Même la scène d'intro où on est à la première personne.
moi, c'est ça qui m'a plu avec le film et je me suis posé la question sur Kane Parsons. Je me suis demandé, est-ce que c'est un gamer ? Est-ce qu'il joue ? Je crois Parce que le film reprend énormément des codes du gaming. Comment il est construit visuellement, même juste l'avancée narrative en fait de comment on découvre certains objets. Il y a un peu le, c'est quoi le point and click ? Il y a un petit peu ça de trouver un objet, avancer un peu, hop. Et ça m'a plu. Et je trouvais ça bien qu'un réalisateur reprenne ces codes et les retranscrive au cinéma parce que ça marchait bien et parce que du coup, ça permet des trucs plus contemplatifs. On va vraiment le suivre pendant un moment. C'est vraiment une grosse partie du film. Quand on rentre pour la première fois dans les backrooms, ça prend un moment. Il explore pendant un moment, on passe de pièce en pièce en pièce. Tu dis, bon, bah, ok, mais nous, enfin, en tant que spectateur, quand est-ce qu'on passe à autre chose ? Et en même temps, t'as pas envie de passer à autre chose parce que c'est tellement fascinant d'arriver dans ça et tu commences à sentir l'angoisse en même temps que lui la ressent. Ça, c'était hyper bien foutu. Ouais, je crois qu'il a dit qu'il était issu de l'univers du jeu vidéo et effectivement, je trouve que ça s'il traîne sur les forums, 4chan, tout ça, en général, c'est quand même des communautés qui s'entrecroisent pas mal, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais, moi, personnellement, j'ai eu très peur. Alors, je trouve que le film est... En fait, moi, c'est exactement ma came dans les films d'horreur. À la fois, c'est tout ce que j'adore dans les films d'horreur et tout ce qui me fait méga flipper dans les films d'horreur. Donc, j'adore. Sauf les trucs de possession, je pense que c'est encore pire pour moi. Ah ouais, ok. Mais en fait, ce côté un peu creepy, effectivement, où tu as ce malaise permanent, mais en même temps, tu comprends assez vite qu'il va pas se reposer sur des jumpscares un peu faciles. Il y a des jumps, mais c'est des bons jumps parce qu'ils sont mérités et ils jouent pas sur l'amplification sonore qu'on peut avoir souvent dans des mauvais jumpscares, je trouve. Mais pour moi, en fait, comme je le disais au début, le found footage, c'est le truc qui m'angoisse le plus parce que la caméra tourne, tu vois, dans tous les sens et que tu sais que la prochaine fois qu'il va tourner la caméra, il va y avoir un truc dans le champ, mais tu sais pas quand. Et du coup, à chaque mouvement de caméra, t'as peur. Et toute la séquence d'ouverture est en found footage. Et moi, en fait, je suis arrivée à la projection, c'était dans une petite salle parce que c'était une projection de presse et je me suis mise au premier rang. Et en fait, dès que ça a commencé, parce que j'adore être au premier rang et j'aime pas voir en fait les gens devant moi au cinéma, ça m'énerve. Sauf qu'à chaque fois que je vais voir un film d'horreur en salle et que je m'assois au premier rang, je regrette dans les 3 premières minutes. Je me dis mais pourquoi j'ai fait ça ? Je suis débile en fait. Je me cachais derrière mon visage et il y a 2 moments dans la séquence d'ouverture qui m'ont fait très peur parce que ça joue parfaitement bien sur ces ressorts-là et en même temps, voilà, c'est pas des jumpscares un peu cheap avec un gros boom, tout ça. Non, je trouve le film te respecte. Il respecte Exactement. vraiment son public et je trouve dans le genre de l'horreur, c'est vraiment appréciable. Exactement, parce qu'en fait, tu te sens pas trahi du coup, alors que c'est vrai que quand t'as un énorme jumpscare de merde, tu te dis, bon, bah, en fait, il m'a trahi. Moi, souvent, je me dis, tu m'as pris pour qui, en fait, tu vois ? Tu me prends pour qui ? J'ai vu tous les films d'horreur, pas pour ça, en fait. Comment oses-tu ? Là, je me suis dit, ok. En fait, j'accepte le faux jumpscare avec le chat qui surgit, tu vois. Et d'ailleurs, il s'amuse avec ça, sauf que là, c'est un oiseau. Mais il te fait aussi le coup, et je trouve que ça marche très bien. Mais oui, en fait, on en parlait juste avant de venir enregistrer, de l'aspect réaliste de l'horreur du film. Et je trouve qu'effectivement, il aurait pu aller encore plus loin sur certains trucs, mais le fait qu'il reste dans une marge relativement réaliste, par exemple, quand un personnage est poursuivi par une entité un peu inquiétante, cette entité reste toujours derrière. Genre, elle lui court après. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de films d'horreur où, genre, le truc est derrière toi et puis, en fait, tu tournes dans un couloir et là, bam, comme par magie, il est devant toi. Et tu te dis, bon, bah, ok, on est au cinéma, donc on peut faire ce qu'on veut. Bien sûr, là aussi, ça rompt un peu le contrat avec le spectateur. Et ce film-là va pas se reposer là-dessus. C'est-à-dire que, pareil, on sait qu'il peut ressortir de la backrooms quand il veut. Et le truc va pas changer, la règle va pas changer en cours de film, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Ça fait tellement plaisir. Parce que j'ai vraiment horreur de ces films où la menace peut surgir de nulle part, en vrai, de partout, de nulle part. Et il y a un truc qui est frustrant parce que tu te dis, j'ai l'impression que tu me prends vraiment pour un con parce qu'en fait, c'est juste toi tes règles que tu appliques, mais tu m'as pas fait signer le contrat avant, en fait. Et il y a quelque chose de... Comme si, là, pour le coup, je me sens pas trop respecté quand ça arrive. Tu vois, alors que là, c'est vrai, il y a la gestion de l'espace aussi, tu vois, même la distance et tout ça. Et c'est pour ça m'a rappelé un peu It Follows aussi, où pareil, je veux dire, les règles étaient posées. Et on sortira pas de ce cadre-là, même si nous, on est dans un truc qui est fantastique, surnaturel. On a quand même un cadre qui est posé, on va le respecter jusqu'au bout et le tenir. Donc en fait, si tu as peur, c'est dans un cadre qu'on a défini ensemble. Et ça, j'aime bien, tu vois, quand il y a vraiment un peu cet accord tacite qui se met en place avec le réalisateur. Ouais, moi aussi. Et en plus, c'est même parfois ce qui va faire encore plus peur parce que on en avait déjà parlé dans le podcast il y a longtemps sur les films d'horreur, mais souvent, on se rend compte qu'on va avoir une réaction plus viscérale quand on voit quelqu'un se couper le doigt avec un bout de papier ou se cogner l'orteil, tu vois, contre un coin de table, que quand on voit quelqu'un se faire arracher un membre. Parce qu'en fait, c'est des douleurs qu'on connaît. Et donc, on peut beaucoup plus projeter dedans une réalité. Et en fait, c'est un petit peu pareil avec les règles de ce film-là, c'est-à-dire que
la peur de se faire pourchasser, sans forcément que la personne, d'un coup, elle surgisse devant toi ou quoi, mais c'est déjà une peur qui est beaucoup plus réaliste, mais dans laquelle on peut se projeter, du coup, plus facilement que si t'as des monstres, en fait, qui te bondissent sur la gueule toutes les 5 minutes, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus mesuré dans l'horreur de Backrooms, mais qui, paradoxalement, va être plus efficace, je trouve. Devient plus intense, c'est clair. Ouais, moi vraiment, je me suis quand même planquée à pas mal de moments. Et ce que je trouve appréciable aussi dans le film, en tant que énorme Paul Mouillax, c'est qu'il est bien rythmé et que du coup, il alterne vraiment des séquences où la tension monte et des séquences où tu relâches et où en fait, tu sais que là, pour les 15 prochaines minutes de film, en fait, tu peux te détendre parce que c'est des dialogues et c'est de la mythologie et tout. Mais en fait, tu peux attendre un petit peu avant de te remettre sous tension. Et pour moi, les meilleurs films d'horreur font ça très bien. Les films d'horreur qui sont sous tension en permanence, enfin, bon, c'est difficile à survivre, quoi. Et puis, il y en a où tu te fais un peu chier pendant tout le long. Et là, je trouve que vraiment l'alternance entre phases un peu plus cool et un peu plus abstraite, on va dire, et phase de pure horreur est vraiment bien choisie, quoi. Et je trouve ça bien aussi que justement dans les scènes où c'est vraiment plus rythmé, on a aussi la scène de course-poursuite quand même qui arrive à la fin. Et ça, c'est vraiment pareil aussi, c'est très codifié dans le genre de l'horreur. C'est attendu notamment dans les slashers, que j'adore, où tu as souvent d'ailleurs un personnage féminin qui se fait courser et c'est rarement satisfaisant. Celle qui est identifiée, en tout cas, qui revient le plus souvent, c'est dans Souviens-toi l'été dernier, dans le tout premier où Sarah Michelle Gellar se fait courser dans tout un bâtiment dans la rue. Tu l'aimes pas ? Non. Alors, je peux entendre. En vrai, moi non plus, je le trouve pas très bon en termes de slasher, mais je trouve que ça, il l'a très bien réussi. Et c'est très satisfaisant quand tu suis un personnage que t'as vraiment ce truc-là de course-poursuite qui dure, parce qu'elle dure, je crois, une bonne dizaine de minutes, tu vois, quand même. Ce qui est assez généreux. Là, dans le film, on est pareil sur une bonne durée de course-poursuite. Et ouais, je sais pas. Et c'est inventif quand même. Il y a vraiment plein de moments où, justement, dans un truc qui est très codifié, tu vas avoir des petites surprises. Et pour moi, le truc le plus surprenant et le plus réussi et le plus génial de ce film, c'est les décors. Bah oui. C'est en fait, ce film et ses décors. Le film serait rien sans ça. En vérité, il repose totalement sur ça. Le titre est basé sur les décors. Enfin, c'est la backroom, quoi. Et pas les backrooms homosexuels, évidemment. Il faut pas se. En tout cas, ceux qui iront voir le film, s'ils pensent que c'est ça, ils seront un peu déçus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un film très hétéro, quand même. Très hétéro. C'est la version hétéro des backrooms qu'on connaît. Voilà. Ça. C'est le remake, le remake interdit. Mais ouais, franchement, moi, je voulais absolument qu'on parle des décors parce que j'étais en extase. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré comme expérience de visionnage, c'est que j'étais surtendue, mais j'avais le smile pendant tout le film. Parce que je me disais, mais oui. Il y a un truc jouissif, en fait, de voir tous ces efforts-là. De te dire, mais oui, en fait, moi, un des trucs que je préfère dans l'horreur, c'est les décors. Je trouve que c'est tellement sublime, en fait, d'arriver à créer des univers un peu sombres et en même temps ludiques. Et genre, je sais pas si toi, c'est pareil, mais moi, la maison hantée de Fête foraine, c'est vraiment un truc, genre, quand j'avais 8 ans, c'était mon plus gros kiff. Et j'aime encore ça aujourd'hui. Et quand j'avais fait Sleep No More à New York, où juste tu te balades dans des espèces de grands... je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est une pièce de théâtre immersive qui se base sur une pièce de Shakespeare, sauf qu'en fait, on donne des masques à tous les membres du public. Et donc, tout le monde est masqué. Et en fait, ça se passe dans un bâtiment. Et tu peux déambuler librement dans le bâtiment. Donc, tu peux ne pas du tout suivre la pièce si tu veux. Et c'est une pièce principalement silencieuse. Et donc, en fait, tu te balades dans les décors. Tout le monde a le même masque. Donc, c'est un peu Scream. Enfin, tu vois, tu te dis lequel va me buter, en fait. C'est des masques un peu inquiétants. Et en fait, tu traverses d'immenses pièces comme ça, avec des baignoires remplies de liquide marronâtre, des clous posés un peu dans le coin de la pièce. Enfin, en fait, on dirait plein de décors horrifiques. Et moi, mais c'est un des plus grands kiffs de toute ma vie d'avoir fait Sleep No More, quoi. Mais c'est trop bien. Et je sais pas si ça tourne encore, parce que ça tournait beaucoup à l'époque à New York et à Londres. Et ils en ont fait d'autres depuis. Mais c'était, moi, tout ce que j'adore. C'est-à-dire un univers spooky, mais qui est quand même safe, parce que du coup, oui, tu sais qu'a priori, personne va te pourchasser avec un couteau. Mais ça pourrait. Et du coup, c'est ça que j'aime bien. Et en fait, là, ce film-là joue merveilleusement sur ça aussi, sur l'atmosphère creepy qui se dégage des décors, mais en même temps très ludique, parce que t'as envie d'explorer, quoi. T'as envie d'aller voir dans chaque pièce tous les trucs qui sont pas à leur place. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, moi, ça invoque aussi un truc de... Alors, c'est peut-être moi qui suis névrosé aussi à force de voir autant de films d'horreur, mais en fait, où que je sois, surtout dans des environnements où c'est pas familier, je me demande, ok, s'il y a un tueur qui arrive, par où je m'échappe ? Moi aussi, je fais ça. Tu vois, c'est un peu un réflexe, tu vois, genre dans une chambre d'hôtel où je suis dans un Airbnb, un truc comme ça, qu'est-ce que je fais ? Et là, je trouve ce film-là, il y avait un peu ce sentiment-là un peu constant, parce que forcément, à chaque fois, c'est une nouvelle pièce que tu découvres, donc forcément, c'est une nouvelle issue que tu dois trouver.
Et justement, quand le personnage, quand il y a la course-poursuite et tout, et qu'il y a différents choix ou des trucs comme ça, je me dis, oui, c'est ça, t'as le choix entre un tunnel très exigu, un trou dans le sol, un escalier. Une porte qui va peut-être pas s'ouvrir. Ouais, voilà. Ou un escalier qui va vers un endroit très, très sombre où tu vas te retrouver dans le noir. Moi, j'ai peur du noir aussi. Donc, vraiment, tous les trucs, les zones un peu sombres là dans le. Et ça, c'est très jeu vidéo aussi, encore une fois, tu vois. Ce grave. truc de choix un petit peu de tu sais pas où tu vas atterrir et c'est l'effet papillon à chaque fois, tu vois. Selon ce que tu vas prendre comme décision, ça va t'amener à tel destin, funeste ou pas. Exactement. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça génial. Et je pense qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent trouver peut-être ce film un peu abstrait. Mais moi, je crois que c'est ça que j'adore. C'est vraiment le truc purement ludique, effectivement, très jeu vidéo de j'explore un espace qui est dangereux, qui est inquiétant et en même temps qui est fascinant. C'est pour ça que moi, ça m'a donné envie d'être dans cet espace-là. Un peu, tu vois. Ouais, alors moi, je dirais pas aussi loin que toi. Enfin, clairement, pendant le film, j'avais un peu envie de hurler à l'écran et de dire mec, en fait, arrête d'explorer le lieu surnaturel maudit qui est sous ton magasin, tu vois. Genre, rentre chez toi. Va vendre des meubles, retourne à la Maison du Monde. Ouais, c'est ça. Franchement. Mais en même temps, même ça, c'est génial parce que le gars passe ses soirées seul dans le magasin fermé, dans le lit, à boire des coups parce qu'il est totalement déprimé, quoi. Oui. Et en fait, même ça, je pense que c'est un truc génial de film d'horreur et aussi un fantasme enfantin d'être dans un magasin après la fermeture et d'être dans Ikea, mais seul. Mais tu sais qu'il y avait une émission sur Canal J, il faisait ça. C'est vrai ? Genre, il leur donnait un caddie. Il les laissait libre cours, il pouvait aller dans le magasin, il mettait tout ce qu'il voulait dedans, il repartait, c'était gratuit. Moi, j'avais tellement le seum. Parce que je me suis dit, comment je peux participer à cette émission ? C'est clair. J'étais déjà un gros rat, évidemment, étant enfant. Moi, je me souviens d'un film d'horreur des années 80 dans lequel les personnages étaient enfermés dans un mall la nuit, comme ça. Genre un magasin. Je me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'était vraiment pas un très bon film d'horreur. C'était un truc que j'avais loué au vidéoclub, tu vois. Mais j'adorais. Et là, le film joue aussi sur ça. Ouais, non, moi, j'étais vraiment en mode rentre chez toi. Et même la meuf, quand elle vient, la psy, genre, ne suis pas la lumière qui clignote. Au fond du couloir, enfin tu vois, genre clairement il y a un problème, va-t'en. Enfin moi je comprends pas. Moi je ne serais passé à travers la porte, je repars. Enfin tu vois, je repars, soit je rentre chez moi, soit je préviens les autorités. Exactement. Il y a un truc bizarre là dans ce sous-sol. Tu vois. Ou je fais ce que fait quand même Clark à un moment du film, c'est-à-dire que je prends d'autres gens avec moi et je leur dis tiens va voir là-bas. Il y a un trou là au fond de la pièce, tu veux pas aller checker? Et c'est là aussi qu'on voit que ce personnage est quand même hyper antipathique, c'est-à-dire qu'il prend donc son employé et le mec de son employé et il leur dit venez avec moi. Venez faire des heures sup. Ouais voilà, c'est ça, venez faire des heures sup un dimanche et en fait et du coup leur sort est un peu incertain. Alors, je préfère mettre une alerte spoiler dès maintenant. Spoiler warning. À partir d'ici, on va spoiler sévère. Donc, si vous ne voulez rien savoir de plus, c'est le moment de vous diriger vers la sortie. Vous la trouvez. Voilà, c'est ça. Vous prenez le tunnel là au fond et puis vous tournez à gauche, il y aura un puits et en fait, vous tombez dans le puits. Et là, vous allez arriver dans une piscine qui a un escalier et ensuite, si vous tournez sur la droite, il faut juste braver le monstre qui a caché dans un coin. Voilà. Et après, vous trouverez la sortie. Donc, pour les gens qui sont restés, je voulais qu'on parle des moments qui nous ont semblé les plus marquants dans le film. Moi, en termes de pure horreur, celui que j'ai préféré et aussi détesté, enfin vraiment je me détestais d'être au premier rang, c'est celui où il va dans le tunnel, là, où l'employé de Clark descend en rappel dans un tunnel où c'est noir au bout. Et tu sais qu'il va y avoir un truc. Aucune descente en rappel n'a été fructueuse dans un film d'horreur. C'est clair. Genre, regardez The Descent, les gars, vraiment, en fait. Encore un film dans lequel le found footage est extrêmement bien déployé. Ouais. Et donc là, c'est aussi une séquence en found footage, puisqu'il faut dire que tout le film ne l'est pas, mais qu'il y a certaines séquences qui le sont. Et évidemment, moi, c'est celles qui me font le plus, mais mourir de peur. Et donc là, ce jeune employé descend dans le tunnel en rappel. La pièce dans laquelle il arrive est très différente des autres parce qu'elle est hyper crade, on dirait un peu un squat. Et il dit que ça pue, en plus, il y a vraiment un truc olfactif dans cette scène-là. Il dit que ça pue et il y a des tas de fringues sales partout, y compris ses fringues à lui. Et donc il comprend pas trop pourquoi il y a son t-shirt qu'il portait 2 jours plus tôt qui est là. Et évidemment, il commence à entendre un bruit et là, l'enjeu c'est de remonter le tunnel en rappel le plus vite possible, mais évidemment, c'est très compliqué. Moi, cette scène, je l'ai trouvée hyper efficace, j'étais terrifiée et j'avais un énorme sourire parce que j'étais là, putain, mais c'est tellement génial. Et quand ils redescendent, enfin, tout le found footage là est très bien fait. Bon, c'est très Blair Witch aussi, parce que c'est la panique. Du coup, la caméra filme pas vraiment tout ce qui se passe. Et donc, tu peux t'en sortir même avec un petit budget pour ne pas montrer. Mais ça donne pas le tournis pour autant, parce que certaines found footage, je trouve des fois, font mal au crâne. En vérité, c'est pas bien géré. Et là, niveau caméra, parce que c'est dur de faire un bon found footage, tu vois. Et là, pour le coup, ces moments-là sont très bien faits. Il est vraiment très efficace. Et quand ils redescendent en bas la deuxième fois, il y a une grosse traînée de sang sur le sol. Enfin, vraiment, tout ce moment est hyper bien fait, quoi. Ouais.
Et après, quand il se retrouve, du coup, il cherche ses employés, enfin, ils se retrouvent tous séparés. Et il va se retrouver notamment dans des piscines. Genre des piscines en sous-sol, un peu vides, un peu désaffectées. J'ai trouvé ça génial. Mais vraiment, les décors de ce film sont incroyables. Et surtout, quoi. il y a une multitude de décors, c'est ça qui est dingue en fait. Et aucun, enfin certains au début évidemment se ressemblent parce que c'est toute l'esthétique un peu jaunâtre, tu vois, qui est là. Mais après, il y a une variété en fait de décors et tout ce que ça invoque, etc. Je me suis dit, mais waouh, je me demande combien de temps ça a dû prendre pour tout concevoir, se dire qu'est-ce qu'ils allaient filmer, comment ils allaient le filmer. Il y a un truc qui est juste, t'as envie de, t'es à genoux, tu dis bravo monsieur, quoi. Ouais, totalement. Et en fait, tu sens le plaisir absolu qu'ils ont pris à conceptualiser, en fait, tous ces lieux. Et donc, c'est vrai qu'il y en a, enfin voilà, comme tu disais, parfois, il y a une chaise au plafond. Enfin, rien n'est dans le bon ordre et tout, mais moi, je trouve ça tellement jouissif, en fait, quand t'es fan d'horreur et de lieux un peu sombres et terrifiants comme ça. Mais moi, en fait, c'est vrai que j'ai juste envie d'explorer les décors, quoi. Limite, s'il n'y a pas d'intrigue, je m'en fous. Je veux juste passer d'une pièce à l'autre et voir tous les trucs un peu spooky. On en a parlé un petit peu au début. Tu le disais, tout bon film d'horreur fonctionne aussi comme une métaphore. On a parlé du subconscient, de l'enfance, tout ça. Toi, t'as vu quoi comme métaphore dans ce film ? Bah alors, c'est pas forcément j'ai vu, mais quand tu m'as poussé un peu à réfléchir là-dessus, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être ? Et en fait, comme dans beaucoup de films aujourd'hui, notamment un film d'horreur, j'ai l'impression d'y voir comme une sorte de, pas critique, mais un petit peu quand même en vérité sur l'industrie du cinéma aujourd'hui. Parce que forcément, alors ce qu'on n'a pas dit pour l'instant jusqu'ici, c'est que donc, ça devient évident aux 2 tiers du film. En vérité, c'est que du coup, ces backrooms recréent notre monde à nous, donc de manière toujours un petit peu maladroite, et ça va jusqu'à recréer aussi donc les humains. Et donc c'est là qu'il y a cette créature un peu qui arrive, qui ressemble à Clark, dont notre héros, mais qui est beaucoup plus grand, plus difforme. Ça fait vraiment peur. Il y a un côté un peu Slenderman au début quand il arrive. Donc j'avoue, moi c'est le moment là quand il arrive, c'est là j'ai un peu flippé. Après, comme dans tous les films d'horreur, une fois que tu vois la créature, elle a un peu moins d'effet. Mais c'est pas très grave, vu qu'on arrive à la fin du film, je trouve qu'on est récompensé au bon moment, donc ça c'est très bien. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que du coup, il y a cette créature à un moment qui vient bouffer du coup Clark, qui le mange. Donc il y a un peu cette idée de la nouvelle version qui vient bouffer l'original. Mais le film nous fait comprendre quand même que cette décision de venir bouffer l'original, c'est quelque chose qui n'est pas intelligent, que la créature ne devrait pas faire. Donc il y a un peu cette idée-là de peut-être ne pas venir toucher au OG, tu vois, aux matières originales un petit peu. Donc tu veux dire, tu verrais genre critique Hollywood qui vient un peu bouffer les idées créatives originales. Ouais, parce que tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, toutes ces créatures qui se créent, en fait, parce qu'on comprend qu'il y en a plusieurs, évidemment, tu vois, qui se créent dans ce sous-sol. Et elles sont exceptionnelles. Et elles sont exceptionnelles, mais elles sont toutes, du coup, toutes imparfaites, toutes mal faites. C'est comme si, en fait, venir à essayer de copier l'original, tu vas forcément créer quelque chose qui va être difforme et qui, en vérité, ne fonctionne pas, du coup, parce qu'en tant qu'être humain, il fonctionne pas. Oui, et puis c'est un peu comme les images d'intelligence artificielle où les mains ont 6 doigts, quoi. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est des bugs où ils ont des yeux à la place de la bouche et ils ont le col de la chemise qui est sur le ventre et effectivement, ils sont totalement fake, mais en même temps, ils savent se déplacer, tout ça. Et c'est vrai qu'ils sont, enfin, quand on les voit pour la première fois là, dans la pièce avec l'arbre de Noël, j'ai trouvé cette séquence aussi génialissime. Et ça fait quand même très peur parce que ça fait un peu comme des mannequins désarticulés et ils sont très proches de nous physiquement, mais en même temps, ils savent pas opérer comme des humains, quoi. Bah, c'est pour ça que moi, j'y vois, je te dis, ce parallèle avec vraiment la culture des reboots, des remakes, etc. Ce qui manque à ces trucs-là, ce qui manque à ces créatures-là, c'est une âme, c'est l'humanité en elle-même, ce qui fait que nous, on est nous. Et en fait, c'est ce qui manque, ce qu'on reproche souvent des reboots, c'est des trucs sans âme. Pourquoi ? Parce que c'est un but capitaliste, c'est juste capitaliser sur une franchise et se dire qu'on va ramasser de l'argent. Donc moi, j'ai vu un petit truc un petit peu comme ça, un petit peu cynique peut-être. Et en fait, comme c'est aussi quelqu'un, tu vois, qui aime ce cinéma, et c'est aussi ce qu'on reproche beaucoup à l'horreur, d'avoir beaucoup de franchises avec des nouveaux volets encore et encore. Je pense Scream, Insidious, Conjuring, où ça s'arrête pas, où il y a spin-off sur spin-off, et où il y a une lassitude. Et là, ce film-là arrive un peu limite de manière méta, avec un concept qui est en vrai totalement original, puisqu'en fait, il reprend juste ses courts-métrages à lui, donc c'est juste une continuité de ce qu'il avait fait. Il y a peut-être un petit pied de nez, tu vois, qui peut être vu à travers ce film, mais gentil, en vérité, tu vois, c'est une critique qui est pas non plus trop acide. Ouais, j'aime bien cette théorie du complot sur la signification du film. Moi, je pense que clairement, ce qui m'a le plus parlé, c'est le retentissement un peu symbolique par rapport à la santé mentale. Surtout parce que le personnage de Clark, on le voit dès le départ, veut pas du tout se remettre en question et il veut pas changer. Et d'ailleurs, il le dit, enfin, ça devient très explicite justement dans le dernier tiers, où il dit qu'en fait, les backrooms, il s'est jamais senti aussi bien que dans cet endroit. Cet endroit qui donc symbolise aussi un peu la partie la plus sombre de lui,
la partie la plus monstrueuse. Et en fait, il a envie de rester perdu dans ce dédale parce qu'il n'a pas envie de changer. Il a envie de rester monstrueux, il n'a pas envie de se remettre en question parce que, on le sait aussi, une thérapie, c'est extrêmement de boulot, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de souffrance. En fait, c'est pas genre trop cool, je vais voir un psy et je suis guérie, quoi. Et lui, on voit bien que la thérapie ne porte pas ses fruits et que donc c'est plus facile de rester, encore une fois, dans ses biais cognitifs, dans ses schémas qu'il a bâtis depuis l'enfance parce que se sortir de ces schémas, c'est extrêmement difficile. Et donc, il préfère ne pas faire d'efforts. Et donc, moi, j'aime bien toute cette métaphore-là sur la santé mentale, sur le fait que c'est beaucoup plus facile de rester en boucle sur les mêmes schémas et de reproduire tout le temps les mêmes erreurs et de prendre toujours les mêmes chemins, plutôt que d'essayer de s'extirper de ça, parce que ça nécessite un effort et une remise en question qui peuvent être parfois très, très brutales, quoi. Et surtout, la morale, au final, il se fait littéralement bouffer par ça. Exactement. Il est meurt de dévoré ça, par en fait. son propre démon. C'est ça, par ses démons. Donc, il y a quand même aussi un truc qui dit genre, c'est pas du tout la solution, et en fait, ça va vraiment te pousser à ta perte. Et alors, je voulais quand même te demander ce que tu avais pensé de la fin. Parce que du coup, lui, Clark, voilà, son destin, c'est d'être bouffé par son propre... par son surmoi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle, à la fin, on comprend pas trop si elle reste bloquée dans cet endroit ou pas. Enfin, on sait qu'il y a une version d'elle qui est restée bloquée. Celle que nous, on accompagne depuis le début du film, on sait pas trop ce qu'il advient d'elle. On comprend peut-être, oui, que l'État est déjà dessus, en fait, un petit peu, qu'ils vont peut-être pas la libérer, on sait pas trop ce qui va devenir d'elle. Moi, j'ai bien aimé ça, en fait. Moi, j'avoue, j'aime bien dans les films d'horreur quand il y a une fin ouverte, où on sait pas trop moi aussi. qui peut être satisfaisante comme insatisfaisante, en fait, en vérité, qui sont les deux en même temps. Ça, j'aime bien. En fait, le dernier plan, moi, je le trouve très réussi, puisque du coup, c'est une version un peu reproduite d'elle qui est totalement cassée, quoi, dans la backroom. Mais ce qui se passe avant, c'est que donc, à l'issue de sa course-poursuite, Marie est récupérée par Marc Duplass et d'autres agents un peu d'une agence gouvernementale probablement, qui est chargée de surveiller les backrooms. Et donc, elle est emmenée dans une pièce d'interrogatoire. Et alors que l'interrogatoire se poursuit, on sent qu'elle n'écoute plus ce qu'il est en train de lui dire et elle se met à sourire un peu en coin. Ce qui rappelle aussi un peu Midsommar. Moi, j'avoue que l'intervention d'une agence gouvernementale dans tout ça me saoule un peu. Ça me rappelle Stranger Things. Enfin, je trouve que c'est toujours des trucs, selon moi, qui marchent pas. J'ai pensé à Stranger Things en regardant aussi le film. Et en fait, moi, j'aime pas quand on fait intervenir justement une explication rationnelle de genre, on observe enfin, tu vois, le gouvernement fédéral observe ce phénomène surnaturel. Oui, j'aime pas quand on systémise le truc, on le met dans un système beaucoup plus global. Quand tu ramènes les médias ou les politiques dans l'histoire, enfin, je trouve que en fait, ça passe, alors que c'est un grand classique de l'horreur et Stephen King notamment le fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est très risqué. Et en fait, moi, ça m'a rappelé plus, enfin, j'ai tendance à souvent penser que les films d'horreur vont un peu trop loin et qu'ils auraient dû s'arrêter au concept d'avant. Et je m'étais fait la même remarque avec Get Out. Alors, je sais que c'est mal vu d'attaquer Get Out parce que c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre, mais moi, quand on arrive à la fin de Get Out, je me dis, c'était peut-être le truc de trop. Et il y a quel autre film où je m'étais dit ça aussi, Barbare, que j'adore. Et en fait, pareil, tu vois, le dernier tiers, un peu poussif, quoi. Où en fait, tu dis, ça marche bien tant qu'il y a encore un mystère sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et quand on t'explique ce qui est en train de se passer, ça perd de sa puissance. Et là, c'est un peu pareil avec ça. Genre, quand tu comprends où elle est et le fait qu'elle est observée, etc., en fait, pour moi, un peu toute la mystique qu'il y avait et l'inquiétude aussi, justement, le malaise que crée l'incompréhension et l'incertitude disparaît. Et donc, ça c'est un peu moins puissant. C'est le propre de l'horreur, je crois, en fait. C'est souvent un des écueils, en vrai, de ce genre-là, en fait. C'est de vouloir trop, peut-être, mettre une psychologie, limite, aussi derrière, tu vois, sur tout rationaliser. Tu perds l'aspect mystique, en fait, qui est dans ces films-là, et qui fait que ça fonctionne sur un public, ça va rester avec eux, en fait. Parce que ce qui reste, c'est justement ce que tu comprends pas, parce que le cerveau humain, il veut toujours comprendre. Il cherche toujours à comprendre. Si tu lui donnes les clés, il va dire, OK, c'est bon, j'ai compris. Mais du coup, pourquoi tu reviendrais vers cette œuvre-là? Pourquoi tu reviens vers cette entité-là? T'as aucune raison, tu vois. Alors, quand tu restes sur un truc flou, et c'est pas obligé d'être, par exemple, une fin ouverte, tu vois, ça peut être une fin qui est peut-être plus classique, tu vois, en vérité, où tu sais où le personnage finit. Mais pour autant, il faut qu'il y ait, moi, je pense, ce truc que t'arrives pas à appréhender, en fait. Et là, on l'a quand même un peu dans le film, je trouve, et il nous laisse un petit peu ça. Avec le plan final. Moi, je trouve que le plan final rattrape un peu. Moi, vraiment, quand on était avec Marc Duplass, même si j'adore Marc Duplass, j'étais un peu saoulée. Et c'est vrai que le plan final, qui est beaucoup plus mystérieux, rattrape un peu le truc. Après, de ce que j'ai compris, toute la question de cette agence, ça fait partie de la mythologie qui a été développée par Kane Parsons dans sa série.
parce que forcément, quand tu fais 2 épisodes, 3 épisodes, 20 épisodes, tu commences justement à aller chercher au-delà de la backrooms ce qu'il pourrait y une avoir. mythologie, bien sûr. Voilà, et donc c'était aussi un clin d'œil, je pense, au fait qu'il y a pas que cette backroom, mais qu'il y a aussi toute une mythologie autour, et qu'effectivement, s'ils veulent développer l'univers de backrooms au cinéma, en une franchise, avoir cette petite bille-là pour dire, OK, il y a autre chose à explorer derrière, ça peut être intéressant. Mais j'avoue que pour moi, c'est la partie la plus terre-à-terre du film, et donc celle qui m'intéresse le moins. Mais après, voilà, je me suis dit que c'était aussi bien d'avoir Marc Duplass dans un petit caméo. Enfin, c'est pas si dérangeant que ça, parce que comme tu dis, ça arrive vraiment à la fin. Et que donc, ça prend pas trop de place dans le récit. Mais j'avoue que là, pour moi, toute la tension était retombée. Et c'est dommage, parce que le film maintient quand même une très bonne tension jusqu'au bout. Et là, à ce moment-là, moi, j'avais plus peur et j'avais plus... Mais je me désintéressais un peu. moi, j'aurais peut-être aimé comme fin, tu vois, qu'il y ait ce même plan, en fait, sur la copie, du coup, du personnage de Marie. Mais que peut-être le personnage paraisse très réaliste à un détail près. Que tu vois peut-être pas au premier abord en regardant le plan, c'est peut-être en mettant pause, en le regardant chez toi. Tu vois, je sais pas, moi, par exemple, qu'il y a une deuxième pupille, tu vois, quelque chose comme ça, t'es dans l'œil, pour montrer qu'en fait, plus tu vas passer du temps dans la backroom, plus ils vont arriver à te recréer vraiment à l'identique. Peut-être pas à l'intérieur, mais Comme en tout cas en surface. Exactement, tu vois. C'est la vraie menace de notre société. Finalement, est-ce que c'est pas un film sur l'IA, encore une fois? Bah, totalement. Finalement. Franchement, j'ai très hâte de lire toutes les thèses qui vont sortir c'est sûr qu'il y en aura. Les analyses de backrooms et ce que ça nous dit sur l'IA, mais ouais, grave. Pour moi, c'est le plus gros bémol. C'est vraiment le fait que, à partir du moment où on découvre l'identité de la créature qui nous fait peur depuis le début et où on a tout ce truc avec Marc Duplass, je trouve que le soufflet retombe un petit peu, mais c'est minime par rapport au plaisir absolu que j'ai pris devant tous ces décors incroyables. La musique aussi, on l'a pas dit, mais la musique qui est coécrite aussi par Kane Parsons, parce que ce mec a visiblement beaucoup de temps libre et de créativité. Clairement. La musique est très bien aussi parce que, encore une fois, je trouve qu'elle tombe pas dans les écueils un peu faciles de musique de film d'horreur, genre cordes stridentes, ou tu vois, un peu cri, ou bruit de respiration saccadé. Enfin, là, on est encore sur autre chose. Je dirais pas non plus que c'est le score le plus révolutionnaire de l'année, mais je trouve qu'il est très efficace, qu'il est déployé au bon moment, parce qu'il y en a pas trop non plus. Et il va bien avec les décors. Exactement. Je trouve qu'il y a une cohérence, en fait, avec ce que tu vois et ce que tu entends. C'est ça. Et moi, je sais pas si tu te souviens, mais la scène où Marie donc arrive dans le magasin et s'apprête elle aussi à découvrir la backroom, il y a un truc un peu qui pulse dans le score. Oui. Et vraiment, ce moment m'a interpellée. Enfin, je trouve que là, la musique est parfaite parce qu'elle est fascinante, elle est inquiétante. Et c'est ça que je trouve très réussi, c'est qu'en fait, c'est un film dans lequel, globalement, il se passe pas grand-chose. Et on a une série de personnages qui découvrent la même chose, qui découvrent la backrooms. Et c'est jamais répétitif. Parce que toutes les pièces sont différentes, parce que chaque personnage a une appréhension différente par rapport à la backrooms. Enfin, il y a tellement de choses qui sont vraiment bien faites. Et encore une fois, on est sur la thématique de la répétition et du dédoublement, mais avec à chaque fois un détail qui change et qui fait que ça reste très divertissant. Totalement. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la petite ref. Je pense que c'est une ref en vérité. À Massacre à la tronçonneuse. La scène du dîner, avec justement des trucs comme ça qui sont tous réunis. Là, avec le sapin de Noël. Ah oui! Et en fait, c'est un peu genre qui va te montrer toute sa famille de freaky, tu sais, un truc comme ça. Grave. Et ça, pour moi, c'est vraiment la référence où elle est attachée. Justement, l'héroïne de Massacre à la tronçonneuse, c'était pareil. Elle était attachée à elle devait juste être témoin de ça. Où elle remarque la lampe faite en béton. Donc, tu vois, il y a vraiment aussi cette référence qui fait quand même plaisir aussi. Et pareil, le fait qu'il arrache les cheveux d'un personnage pour les mettre sur elle, un truc comme ça, c'est aussi pareil, d'arracher le visage pour le mettre sur lui. Il y a aussi quelque chose du rapport au corps. Mais bien repéré, parce que je trouve qu'en plus, souvent, Massacre à la tronçonneuse est tellement référencé dans le cinéma d'horreur, et souvent c'est un peu plus obvious, parce que ça va être dans des cadres très crado, un peu justement sud des États-Unis, tout le monde transpire. Ce côté-là et tout. Et en fait, c'est vrai que là, le cadre est tellement différent que moi, je l'ai pas vu. Mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que ça paraît évident. Et quand elle se réveille attachée, je vois vraiment l'autre personne à table, des trucs comme ça, tu dis, ah oui, ça fait vraiment genre la famille de marginaux, tu sais, qui retrouvent là. Totalement. Et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ok, c'est bien fait. Parce que justement, c'est pas trop on the nose, tu vois. Alors écoute, moi, dans la scène où on découvre ces personnages-là pour la première fois avec le sapin de Noël, moi, ça m'a fait penser à Toy Story. Quand t'as tous les jouets un peu pétés qui arrivent, là, qui sortent du lit, tu sais, avec l'œil sur pattes et tout, la poupée qui est complètement cramée. C'est peut-être une ref. Peut-être. Non, mais pour moi, c'est un des plus grands moments horrifiques du cinéma, cette scène dans Toy Story. Non, tu ne trouves pas? Non, mais si, oui, je vois ce qu'on peut En tout cas, je me souviens vraiment de l'effet que ça m'a fait quand j'étais jeune, et même en le revoyant récemment, pareil, je me disais, mais c'est tellement brillant parce que t'as toutes ces poupées un peu torturées qui sortent de dessous le lit et qui veulent s'attaquer à Woody. Et en fait,
là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que t'as tous ces trucs un peu détraqués qui ont pas l'air méchants. Ils ont juste l'air d'être un peu en mode coucou, on est là. Ils vont pas très très bien, quoi. Ouais, voilà, on est dans la okay. pièce et on est un peu désarticulé et genre et on a Feliz Navidad en fond. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, on a parlé de It Follows, on a parlé de Massacre à la tronçonneuse, Toy Story. Il y a d'autres références que tu as vues dans... Je sais pas si c'est une référence, mais moi, c'est vrai, le concept de double soi, on va dire, qui se crée, qui se module un petit peu en fonction. Ça m'a fait penser un peu à Us aussi, forcément. Ouais, totalement, de Jordan Peele. Même si je pense qu'en vrai, c'est deux films très différents et les messages sont pas du tout les mêmes. Mais il y a quand même cette idée-là du double soi, de double qui est à l'intérieur de soi et qui fait peur, qui devient une menace. Donc ça, je pense que c'est des thèmes un petit peu communs. Je pense pas que ce soit une référence, mais en tout cas, c'est vrai que les thèmes se croisent. Oui, et c'est des thématiques qu'on retrouve encore une fois pas mal dans l'horreur, mais je trouve que là, effectivement, c'est fait d'une manière assez originale. Moi, j'ai vu un petit peu de Lynch aussi, et c'est pour ça que le côté plus Stephen King de la fin me saoule, parce que je suis plus Lynch que Stephen King, même si j'aime beaucoup Stephen King. C'est un spectre. Ouais, exactement. C'est Exactement, et moi, je suis plus sur la partie Lynch du spectre. J'aime bien quand les choses sont pas expliquées, et j'aime beaucoup quand l'espace mental des personnages devient un espace réel. Et ça, c'est un truc qu'on trouve vraiment chez Lynch. Enfin, tout l'aspect onirique, un peu cauchemardesque, et tout le brouillement des frontières entre ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc là, moi, c'est les moments que j'ai préférés dans le film. C'était aussi ces moments-là que je trouvais un petit peu lynchien, en fait, tu sais plus où en est le personnage dans sa tête et dans sa position géographique, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a un côté sombrer vers la folie. Exactement. Qui est bien mise en image et tout, qui fonctionne dans ce film. Ouais, et en même temps, qu'il y a quelque chose de tellement séduisant dans cet espace et cette folie qu'on a un peu envie de s'y plonger tout en sachant qu'il faudrait pas, quoi. Et puis bon, il y a Severance aussi, la série avec Adam Scott. Et qui est encore une fois pareil, dédoublement, un peu la... Voilà, et les bureaux vides avec la vieille moquette et les néons un peu pourris. Sauf que justement, moi, c'est là que je trouve que Backrooms est vraiment impressionnant, c'est que Severance, je trouve, est allé très vite au bout de son concept. Enfin, moi, post-saison 1, je suis beaucoup moins cliente. Et une fois que tu as découvert une pièce avec des chèvres et une pièce avec un autre truc, enfin, très vite, l'espace de Severance perd de son mystère, ou enfin, en tout cas, on n'explore pas plus loin que ça. Alors que là, tu sens qu'il y a encore... Il y a un potentiel énorme. Ouais, il y a un potentiel énorme, exactement. En conclusion, je pense qu'on recommande tous les deux Backrooms de Kane Parsons. Encore une fois, le film, pas les... Tout à fait. Après, écoute, vous faites ce que vous voulez. Toutes les Backrooms sont OK. Exactement. Toutes les Backrooms sont valides. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment pris un énorme plaisir à voir ce film. J'ai très hâte de voir ce que Kane Parsons fera par la suite, parce qu'à mon avis, le film va marcher. Et donc, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Dernier truc quand j'avais regardé, estimation de 12,6 millions. Ok. Donc on verra. Donc déjà, je pense que ce sera même encore plus en vérité, je pense. Parce que le bouche à oreille va prendre. Donc, et en tout cas, aux États-Unis, là, en ce moment, il y a un phénomène qui est vraiment en train de se créer autour de Obsession et Backrooms, qui sont pour l'instant un peu les deux surprises indé horrifiques du début de l'été, et qui donnent plutôt espoir justement sur les idées originales, les cinéastes jeunes qui vont prendre des risques. Donc voilà, moi je trouve ça très positif. Merci beaucoup, Florian, d'avoir exploré... Merci Kane Parsons, surtout. Voilà. Merci au Backroom. Merci Florian d'avoir exploré les Backrooms avec moi. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Si l'épisode vous a plu, je suis très contente. Mettez 5 étoiles, partagez, commentez, abonnez-vous, etc., etc. Si cet épisode ne vous a pas plu, je vous conseille d'aller vous perdre dans une Backrooms, très 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 loin d'ici. Si vous avez vu Backrooms, je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas à m'envoyer votre petite critique, votre petite opinion du film, ça m'intéresse vraiment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.